Nicolas Zemané est notre invité du jour. Il est enseignant en droit public et il est également spécialiste de l'administration publique. Avec lui, nous parlerons du nouveau découpage territorial au Burkina vers une administration plus proche. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Kaboré, c'est un plaisir d'être là. Alors déjà pour planter le décor, comment est-ce que vous avez accueilli cette réforme territoriale qui est intervenue au niveau de notre pays, le Burkina ? D'accord, merci de l'invitation, merci encore de donner l'occasion, bien entendu, d'apporter notre contribution, si vous voulez, à l'évolution de notre administration et surtout à la compréhension des questions liées à notre administration. Comment j'ai accueilli cette réforme? Je dirais peut-être comme tous les Burkinabés, en tout cas dans leur majorité, c'est avec beaucoup de curiosité, beaucoup de, si vous voulez, d'appréhension, parce qu'on s'attendait à voir ce qu'il y a dedans d'abord avant de pouvoir se prononcer. En tout cas, en ce qui me concerne, je savais que le redécoupage allait être fait, mais je ne savais pas sous quel angle ce redécoupage allait être pris par les autorités actuelles. Quand j'ai lu les premiers éléments, c'est-à-dire qui sont sortis sur le compte-rendu du Conseil des ministres, parce que j'ai compris, c'est que c'était rapidement si vous voulez, une réforme qui tient en compte, en tout cas, une priorité urgente, qui est bien sûr la sécurisation de notre territoire. Et le deuxième motif qui a été donné par le gouvernement, bien sûr, c'est, comme vous l'avez dit dans le titre, le rapprochement de l'administration à l'administré. Bon, à ce niveau, j'ai été un peu dubitatif. Donc, comme je le dis et je le répète, pour le côté sécuritaire, c'est vraiment de bonne loi. Maintenant, pour le côté rapprochement de l'administration, en tant que spécialiste, j'ai un certain doute. J'attends encore de voir comment les textes, c'est-à-dire complémentaires, bien sûr, seront montés, comment l'organisation, de façon opérationnelle, sera faite, parce que je pars toujours du principe que nous avons un vécu, et ce vécu, à mon sens, doit être vraiment pris en compte. Donc, je suis toujours dans l'élan de curiosité. J'attends de voir ce qui en sortira. Alors, concrètement, quand on prend, par exemple, la région de l'Est, et on pourrait ajouter la région du Sahel, par exemple, et on se retrouve avec une forte superficie quand on prend le territoire national. Et la question que j'ai envie de poser, quand on regarde la subdivision de la région de l'Est désormais en trois, comment est-ce que cette réforme pourrait rapprocher davantage les populations de l'administration selon vous? Là, je serais obligé d'essayer de réfléchir à la place du gouvernement, c'est-à-dire faire comme ce que le gouvernement a pensé, en pensant qu'en subdivisant une grande région, c'est-à-dire comme l'Est, en 2-3 régions supplémentaires, cela pourrait rapprocher éventuellement l'administration de l'administré. Cela sous-entend bien sûr que le gouvernement entend rapprocher, si vous voulez, l'administration des administrés sur le plan de la distance ou en tout cas des limites géographiques. Moi, je trouve que c'est insuffisant dans la mesure où le rapprochement de l'administration de l'administré se fait aussi surtout au niveau fonctionnel, parce que je l'ai dit la dernière fois sur le plateau du JDS, il existe déjà des circonscriptions administratives aujourd'hui qui sont fonctionnelles, mais est-ce que ces circonscriptions ont des résultats qui nous permettent de dire avec certitude que l'administration est proche de l'administré? Je crois qu'à ce niveau, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il y a encore des écueils. Malgré le fait que certaines populations sont très proches de certaines circonscriptions administratives sur le plan géographique, il n'en demeure pas moins que ces populations se sentent parfois desservies, en tout cas quant à ce qu'ils attendent comme service public, par exemple, de cette administration. C'est dire que le problème du rapprochement va au-delà de la simple réorganisation territoriale, va au-delà de la simple, si vous voulez, du simple découpage physique. Il faut aller au-delà justement il faut aller au niveau d'une réorganisation fonctionnelle, notamment à travers, on va dire, la fourniture des moyens nécessaires aux différentes circonscriptions administratives qui, on le sait, depuis 2011, il y a des évaluations qui sont là, qui l'attestent, manquent cruellement de moyens parfois pour exécuter certaines de leurs missions.
Donc, cela va sans dire que pour le rapprochement de l'administration, de l'administré, le seul redécoupage physique ne suffira pas parce que nous serions en fait encore dans des scénarios identiques en fait au scénario passé, même si la région de l'Est a 3 gouverneurs désormais, en fait l'ex-région de l'Est, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire à 3 régions, cela va sans dire qu'on aura 3 gouverneurs, c'est-à-dire qu'il y a 2 nouveaux gouverneurs qu'il faut installer, 2 nouvelles entités administratives, les 2 équipes nouvelles qui doivent venir, tous les ministères doivent se réorganiser. Est-ce qu'il y aura les moyens d'accompagnement nécessaires pour permettre à ces structures administratives d'être opérationnelles et bien sûr d'atteindre l'objectif du rapprochement? Ça, je ne dis pas que c'est impossible, c'est des choses possibles, mais à l'état actuel de notre pays, les priorités, je crois, sont ailleurs. Donc, j'y mets un léger doute là-dessus, mais une fois de plus, ce doute peut être levé lorsque je verrai de façon opérationnelle comment justement ce décret-là sera mis en œuvre. De toute façon, le gouvernement nous a donné 6 mois pour approfondir la réflexion. Justement, vous parlez de 6 mois qui ont été donnés par rapport à comment est-ce qu'on arrive à ajuster les choses. Est-ce que vous pensez que c'est un délai tenable? Vous parlez d'une réorganisation au niveau des ministères, au niveau de l'administration territoriale, une réorganisation au sein même des gouvernorats et toute nomination et installation de 2 gouverneurs. Est-ce que c'est tenable en 6 mois? Si, 6 mois c'est tenable, si tant est bien sûr qu'une équipe est déjà en place et est en train de faire le travail de SAP, ce qu'on appelle le travail de conception et surtout des propositions concrètes à l'autorité. 6 mois, je pense que c'est jouable dans la mesure où ça peut nous permettre par exemple de revoir ne serait-ce que les personnes, c'est-à-dire l'organisation même des nouvelles circonscriptions administratives d'un point de vue organisationnel. Est-ce qu'on va rester dans les appellations gouverneurs ou bien on va trouver de nouvelles appellations? Est-ce qu'en plus du gouverneur, il y aura d'autres autorités avant le haut-commissaire? Est-ce que le haut-commissaire sera appuyé? Est-ce que le préfet va retrouver son allant d'antan, etc., etc. Ce sont des réflexions, je pense, qui en 6 mois peuvent être menées. Bien sûr, il faut que ça soit dynamique parce que chaque ministère, comme je l'ai dit, doit aussi avoir son petit comité, bien sûr, de réflexion autour de la question, parce que la déconcentration telle qu'elle est faite, le redécoupage tel qu'il est fait, il ne s'agit pas seulement de placer des gouverneurs, il s'agit aussi de placer tous les services de l'administration qui doivent l'être. Notamment, quand vous prenez l'éducation va devoir se déconcentrer, se déporter dans ce nouveau territoire. La santé va devoir faire ça, l'agriculture, etc. Donc, tous les ministères, ou normalement, chaque ministère doit avoir un comité de réflexion, c'est-à-dire pendant ces 6 mois-là, afin de rendre opérationnelle cette volonté politique, bien sûr, qui a été affirmée par le gouvernement. On connaît aussi les difficultés qui avaient été énumérées depuis plusieurs années par rapport à certaines localités. Pendant l'organisation de certaines activités comme le 11 décembre, on voyait certaines localités se plaindre de la non-réalisation d'infrastructures dans leur zone, de la non-réhabilitation de certaines voiries. Est-ce qu'avec une telle dynamique, on ne pourrait pas doter avec plus de moyens les différentes régions et aussi plus de marge de manœuvre pour de manière indépendante réaliser certaines choses? Bon, vous me posez une question à laquelle je suis à l'aise d'y répondre parce que j'ai beaucoup participé à l'organisation des 11 décembre. Mais la vérité, c'est que c'est pas une question de moyens, c'est surtout une question, si vous voulez, d'organisation même, ou même, j'allais dire, de conduite de la politique. Même si on donne 100 millions par exemple à une région et on veut que les 100 millions servent en tout cas à toute la localité, il y a toujours des modalités de calcul qui peuvent permettre à chaque compartiment de la région d'avoir quelque chose, si minime soit-il. Allons-y sur le cas de la région de l'Est qui est quand même assez vaste. Oui, mais le budget par exemple pour le 11 décembre, ou notamment à la région de l'Est, a été décidé pratiquement par le comité national de l'organisation en fait, du 11 décembre. Donc le CNO fait un travail avec bien sûr les fils et filles de la région, que toutes les forces vives contribuent en fait à l'organisation, et ce n'est pas une organisation en une année, ça se prépare. Donc la plupart des choix des projets, même si souvent certains choix sont induits, ça devrait venir essentiellement si vous voulez, des fils et filles de la région en matière du 11 décembre, de l'organisation du 11 décembre. L'erreur que nous avons commise, et là je l'admets haut et fort, c'est d'avoir voulu pratiquement faire les mêmes activités pour chacune des régions qui recevaient le 11 décembre, notamment la cité des forces vives par-ci, par-là. On en avait souffert d'ailleurs quand on est parti à Dori, parce que la population de Dori ne voulait
voulait pas de la cité, elle avait plus besoin de zones de pâturage et de zones de, si vous voulez, d'abreuvage pour leurs animaux. Donc les besoins n'ont pas toujours été vraiment été captés comme il le fallait. Donc du coup, on s'est retrouvé dans une forme de rédit, de répétition, et cela forcément nous conduit dans une forme de laxisme dans la gestion. On se dit, on a déjà fait ça ici, on va faire ça comme ça ici. Par contre, en ce qui concerne la répartition, comme je l'ai dit une fois de plus, des ressources allouées à une région pour l'organisation du 11 décembre, si certaines localités n'ont pas eu gain de cause, ça, ce n'est pas lié tant à la grandeur de la région, mais plutôt à la manière dont ces fonds ont été gérés. Et ça, c'est comme pourquoi je dis le rapprochement n'est pas seulement territorialement physique, il est territorialement fonctionnel aussi. Alors, quand on regarde cette réforme, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle s'inscrit dans une démarche de décentralisation ou elle s'inscrit dans une démarche de déconcentration? Bon, vous me faites un peu rire. Bon, je peux comprendre, vous posez la question peut-être pour beaucoup d'autres Burkinabés. Pour beaucoup d'autres qui peuvent comprendre. Voilà, effectivement, non, juste pour l'anecdote, j'ai même eu un débat avec un enseignant qui dit que lui, il enseigne à ses enfants que les provinces sont des collectivités territoriales. Il dit, non, attention, vous êtes en train de mettre nos enfants un peu hors de notre droit positif. Non, ce qui a été fait, c'est de la pure déconcentration. Voilà, la déconcentration, bien sûr, qui consiste en une organisation administrative du territoire, de sorte, bien sûr, à permettre à l'administration de s'implanter, c'est-à-dire dans toutes les localités où des Burkinabés y vivent. Tout part du principe, bien sûr, de l'organisation de l'État unitaire. Comme vous savez, tout État est constitué d'une population et d'un territoire. Bien entendu, le pouvoir. Donc, le pouvoir ici a toujours vocation à satisfaire les populations sur l'ensemble du territoire. C'est d'ailleurs tout le sens de l'État unitaire. De sorte à ce que aucune partie du territoire, aucune partie de la population ne soit délaissée. Sinon, bien sûr, on arrivait bien sûr à des conflits d'autonomie régionale du moins, des conflits d'indépendantisme en fait de certaines régions. Donc c'est pourquoi, à tout moment, les dirigeants des États unitaires font de sorte à ce que l'administration, qui est la présence, c'est l'expression de la présence du pouvoir d'État, c'est-à-dire soit un peu partout sur le territoire national. Donc à partir de cet instant, vous allez voir que du centre vers les périphéries, il y a plusieurs niveaux de déconcentration. Donc on a 3 niveaux de déconcentration dans notre système administratif. Donc la plus grande, bien sûr, le plus grand niveau, c'est la région, circonscription administrative dirigée par un gouverneur, selon nos textes actuellement. La deuxième, c'est la province qui est dirigée par le haut-commissaire. Et le troisième niveau, c'est bien sûr le département qui est dirigé par le préfet. Bon, juste pour un besoin de pédagogie. En ce qui concerne les collectivités territoriales, ce qui rentre dans la décentralisation, voilà, le titre 11 de notre constitution le dit clairement, le Burkina est organisé aussi en collectivité territoriale. C'est aussi une technique administrative. À la seule différence qu'ici, il ne s'agit pas d'un rapprochement de l'administration de l'administré. Il s'agit plutôt d'une responsabilisation de la population à s'auto-gérer, à s'auto-administrer. C'est pourquoi dans la déconcentration, on parle de délégation de pouvoir. Et dans la décentralisation, on parle de transfert de pouvoir. Donc dans la délégation, il y a toujours le lien avec le centre qui fait en sorte que les décisions sont prises au centre, c'est juste leur exécution qui sont matérialisées au niveau des circonscriptions. Tandis que dans la décentralisation, le pouvoir de décision est donné même au niveau justement de la périphérie qui est la collectivité territoriale. Et cette décision, bien sûr, est prise conformément bien sûr aux lois du Faso, j'allais dire les lois de la République, mais les lois du Faso, de sorte à ce que il y a un contrôle a posteriori qui est fait par l'État central, parce qu'il faut aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas, c'est-à-dire des déviations, des sorties hors du cadre bien sûr de l'unité territoriale, et c'est ce qu'on appelle la tutelle administrative. Donc dans la déconcentration, vous avez cette délégation qui est animée toujours par la hiérarchie, et dans la décentralisation, vous avez cette organisation qui est animée par une forme de tutelle administrative. Et justement, pour faire le lien entre les deux, il faut la déconcentration pour que la décentralisation soit une réalité. Exactement. Puisque la tutelle en réalité est assurée par ces autorités déconcentrées que nous avons citées tantôt. Quand vous prenez le gouverneur, il est la tutelle de toutes les régions, collectivités territoriales dirigées par des présidents de conseils régionaux, si vous voulez, avec un conseil régional. C'est le gouverneur qui assure la tutelle. La tutelle, c'est quoi? C'est faire en sorte que cette entité à qui on a donné une autonomie de gestion, une autonomie de s'auto-administrer, ne s'écarte pas
des principes et valeurs du pays, c'est-à-dire notamment l'unité territoriale, notamment les lois du FASO, les lois du pays doivent être respectées par ces collectivités territoriales. Le haut-commissaire, enfin, autant pour les communes urbaines, les départements, souvent le préfet, et le fait aussi pour les communes rurales. De sorte que même malgré cette autonomisation, cette volonté de responsabiliser les administrés à s'auto-administrer, ne doit jamais remettre en cause ce qu'on appelle l'unité territoriale. Donc voici en 2, 3 mots ce que je pouvais dire sur la différence entre décentralisation et déconcentration. Ce nouveau redécoupage est une aubaine pour permettre aux populations de ne pas confondre les deux notions. Et concrètement, dans l'acte de l'autorité, comment on amène ces populations à ne pas confondre? J'en veux pour exemple, quand on a un gouverneur de région qui reçoit un ministre qui vient visiter des travaux de réhabilitation, des travaux de voirie, alors que le gouverneur pouvait aussi bien faire ce rôle. À côté, on a un PDS aussi et qui a ses rôles au niveau des collectivités. Comment on amène les choses afin que la population ne confonde pas ces différentes terminologies? Ah là, c'est un travail d'éducation de longue haleine. En réalité, c'est un peu tout l'enjeu, tous les enjeux en fait de la modernisation de nos États. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup toujours de confusion au niveau de nos localités. En fait, pour eux, pour nos populations locales, l'autorité, c'est l'autorité. Maintenant, ce qui fait la différence fondamentale, et souvent les gens s'en rendent compte, c'est que les populations participent à la désignation, en tout cas en temps normal, participent à la désignation des autorités locales des collectivités. C'est-à-dire le maire, par exemple, les conseillers municipaux sont élus directement par les populations. Vous voyez là, par exemple, on leur laisse le choix de leurs autorités. Voilà, les populations participent, en tout cas jusqu'à ce que la loi soit modifiée, participent de façon indirecte au choix du maire, participent de façon indirecte au choix des conseillers régionaux, etc. Donc, ça veut dire que ce sont des éléments qui permettent à la population de savoir que ce type d'autorité-là, c'est les autorités de notre choix. Et ils se connaissent généralement puisque ce sont des populations locales. L'autre aspect, c'est-à-dire de l'autre côté, la déconcentration, la population ne participe pas au choix des autorités puisque ces dernières sont nommées en conseil des ministres, et elles sont nommées pour représenter le pouvoir central, notamment le président et le premier ministre, en ce qui les concerne, le gouverneur pour la région, le haut-commissaire pour la province et le préfet pour le département. Donc déjà à ce niveau, je pense qu'il y a beaucoup de populations, beaucoup en tout cas de citoyens au niveau des collectivités qui arrivent à faire la part des choses. Maintenant, vous avez glissé un peu sur les PDS. Même les PDS aujourd'hui, beaucoup savent que c'est parce que les collectivités, les conseils municipaux, si vous voulez, les autorités locales ont été dissoutes, qu'on a mis en place ce qu'on appelle des délégations spéciales. Et la configuration des délégations spéciales est telle qu'on sait toujours que, même si c'est par nomination, il y a toujours cette volonté d'être assez large, puisque en plus des autorités administratives qui y sont, il y a bien entendu la société civile qui est représentée. Voilà, il y a les forces vives de la localité, bien sûr, qui sont représentées dans cette délégation spéciale. Donc, il y a toujours cet allant participatif, en fait, de la gestion administrative. Et bien sûr, les PDS restent dans la limite des compétences des collectivités territoriales, puisqu'elles ne peuvent... les délégations spéciales, elles ne peuvent bien sûr agir que selon le programme bien sûr de la commune ou de la région, tandis que le gouverneur, comme vous le savez, reçoit les instructions du centre et peut agir sur un large éventail bien sûr de domaines. Pour rendre opérationnel cette réorganisation opérée par le gouvernement, quels sont les défis qui se présentent selon vous? Déjà, j'en ai parlé un peu tout de suite. Le grand défi, c'est le défi organisationnel, même de nos départements ministériels et bien sûr de l'administration, du ministère en charge de l'administration territoriale, qui en réalité est porteur de ce projet, même si c'est le Conseil des ministres qui l'a pris, mais on va dire un peu que le ministère responsable techniquement, c'est le ministère en charge de l'administration territoriale, qui certainement a déjà pris les devants et mis en place des commissions ou des comités qui vont travailler bien sûr à harmoniser, si vous voulez, la mise en place de certaines institutions, de certaines administrations avec les différents ministères. Donc ce travail de fond, je pense qu'au niveau de ce ministère, d'ailleurs, il y a des administrations qui ne s'occupent que justement de ces questions et les compétences ne manquent pas en leur sein pour anticiper. Parce que ici, l'un des plus grands enjeux, c'est d'anticiper, avoir une planification claire. Il ne faudrait pas qu'après les 6 mois, on sente qu'on n'est pas prêt.
Ça, c'est comme j'aime à le dire, c'est le gros travail du technicien, faire en sorte que la volonté de l'autorité politique soit une réalité en fonction de ce qu'il a dit. Donc l'autorité politique dit que dans 6 mois, je souhaiterais que cette transition, c'est-à-dire au niveau du redécoupage là, soit effective. Donc, les techniciens doivent se mettre à pied d'œuvre à partir de cet instant pour que cette volonté politique soit une réalité. Voilà, ça c'est le plus grand enjeu. Le deuxième enjeu, et ça, il est financier. Parce que quoi qu'on dise, le fonctionnement des territoires, le fonctionnement des circonscriptions, c'est aussi les moyens. Pour vous, cela va nécessiter un gros coût de financement. Naturellement, déjà que, côté fonctionnement des circonscriptions existantes, le problème est toujours patent. Il va falloir en tenir compte. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels, bien sûr, il faut revoir certaines poches de dépenses, ou bien, en tout cas, il faut quand même qu'il y ait une forme de moyens. Et quand je dis moyens, je parle de moyens financiers, moyens humains, moyens techniques, parce que c'est ça aussi. Vous allez voir qu'un nouveau gouverneur, il faut un nouveau siège. Donc, c'est de l'investissement. Voilà. Un nouveau commissaire, c'est un nouveau siège. Il faut de l'investissement. Il y a un certain nombre de services qui vont graviter autour. C'est vrai que sur le terrain, on peut faire déjà des petits réaménagements pour envoyer certains sur le territoire des nouvelles provinces et des nouvelles régions. Mais tout cela nécessite un travail de sape, un travail de fond qui doit être fait en 6 mois. Et comme j'ai dit, les techniciens ne seront pas du tout de tout repos, quoi. L'autre crainte partagée par plusieurs personnes, est-ce que la création de nouvelles entités telles que vues ne risque pas aussi de complexifier l'architecture administrative? Non, ça va complexifier, mais toutes les réformes fondamentales, dès le départ, portent finalement un coup à l'existant. Vous savez, l'être humain est peut-être le seul au monde qui a beaucoup peur du changement. Donc pour moi, ça va complexifier. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas se les approprier. Tout dépendra, comme je l'ai dit, de la capacité à conduire justement cette transition. C'est-à-dire, je vois déjà un peu ce que vous dites, par exemple l'appellation des régions, justement, par exemple on entend beaucoup de choses, les documents administratifs, comment on va faire par exemple les acronymes des régions, les acronymes des provinces, les directions régionales, comment elles vont être, tout ça c'est un travail de SAP. Et je pense l'objectif ce n'est pas qu'en 1 année, en 2 ans, 3 ans tout soit parfait, mais c'est déjà que dans les 6 mois, on sent qu'il y a une vision claire de comment les choses vont se passer. De sorte à ce que chaque temps qui passe permet aux uns et aux autres d'implémenter la réforme et d'atteindre bien sûr l'objectif qui est fixé au bout. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et je me dis une fois de plus, des nouveaux territoires sont créés dans certains pays et ça marche. Donc je ne pense pas que ces personnes soient des extraterrestres. Nous aussi nous pouvons réussir. Il s'agira seulement de savoir comment le faire et avec qui le faire. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce nouveau redécoupage permette un développement équilibré et une certaine équité entre les différentes régions? Je l'entends. Je pense que c'est ce que le gouvernement a dit en filigrane lorsqu'il parle de rapprochement, d'améliorer le rapprochement de l'administration de l'administré. Mais j'ose espérer que ce n'est pas juste au niveau physique. Parce que je dis une fois de plus, au niveau physique, ça n'a pratiquement aucun effet. C'est surtout au niveau organisationnel et fonctionnel. C'est-à-dire, en termes de fourniture de services, il faut faire en sorte que quelle que soit la région dans laquelle je parte, par exemple, que j'ai au moins un centre de santé qui puisse me permettre de me soigner, quel que soit le département où je pars, que j'ai un petit centre de santé, que j'ai une école où je peux scolariser mes enfants, etc., etc. En réalité, il s'agit de faire en sorte que ces nouvelles entités administratives, ou si vous voulez, les entités administratives déconcentrées, ressemblent à des mini-États. Des mini-États, pourquoi? C'est-à-dire la représentation de ce qu'est Ouagadougou pour nous, puisque chez nous ici, tout le monde pense que Ouagadougou c'est la perfection en termes d'organisation territoriale, mais la forme, c'est-à-dire le format de Ouagadougou doit pouvoir être déporté. Quand je parle de format, c'est pas physique, quand je parle de format au niveau des services publics, doit pouvoir se déporter par exemple dans chacune des circonscriptions administratives, de sorte que si je vais faire ma CNIB, que je ne sois pas obligé par exemple de me déplacer au-delà de la limite de ma circonscription administrative pour la faire. Je sais que l'ONI travaille d'arrache-pied à satisfaire cela et c'est un grand chantier qui est déjà fait qui permet effectivement aujourd'hui pratiquement à toutes les localités, sauf celles qui sont touchées par l'insécurité, d'avoir des accès à l'élaboration, à l'établissement de la CNIV. Beaucoup d'autres structures sont en avance, sont déjà en avance. Même quand vous prenez l'éducation nationale, pratiquement rares sont les territoires au Burkina où vous n'avez pas au moins une école publique. Bien sûr. Voilà, même si tous les moyens ne sont pas là, mais un travail
formidable qui est déjà là. La santé aussi, il y a un bon maillage. On peut toujours améliorer parce que côté santé, on a quand même des normes internationales et l'éducation, des normes internationales que nous devons respecter. Et c'est là tout le défi aujourd'hui des nouvelles autorités administratives qui seront mises en place, c'est de tout faire pour qu'on atteigne ces normes-là le plus tôt possible. Nous ne sommes pas puristes du domaine, mais c'est une réforme qui était souhaitée dans le sens sécuritaire. Quels sont vos espoirs à ce niveau ? J'espère beaucoup parce que je ne suis pas vraiment puriste du domaine comme vous le dites, mais j'espère vraiment effectivement que cette réforme va nous permettre d'augmenter, si vous voulez, l'impact de la présence de notre armée, bien sûr, sur le territoire et surtout de repousser ces ennemis qui tentent, bien sûr, de remettre en cause l'intégrité de notre territoire. Je l'appelle de tous mes voeux que cette réorganisation permette à notre armée d'être encore plus efficace et que vivement cette crise finisse afin que nous puissions bien entendu entamer et conforter, surtout consolider ce rapprochement de l'administration de l'administré. Si en ces instants vous avez le chef de gouvernement et son équipe en face de vous, quelles seraient les recommandations phares que vous allez donner pour une meilleure mise en œuvre de cette réforme ? Déjà le temps, il faut vraiment prendre en compte l'aspect temps, parce que 6 mois, beaucoup de gens diront que c'est beaucoup, c'est petit, mais tout ne peut se faire que s'il y a une organisation parfaite, bien calibrée, à savoir, bien entendu, avoir un plan stratégique, un plan opérationnel, ça veut dire de prise en compte justement des différents grands défis bien sûr qui s'offrent à nous. On a parlé tantôt ici de la mobilisation, ne serait-ce que des moyens. Donc ça doit être clairement fait. Je pense que dans le premier mois, on doit pouvoir caler tout ça. Deuxièmement, c'est de réunir une forte équipe technique, c'est-à-dire vraiment... Vous insistez beaucoup sur l'aspect technique. L'aspect technique est très très important parce qu'une fois de plus, l'autorité politique a des vœux, l'autorité politique a des visions, mais l'autorité politique n'est pas toujours forcément un technicien, et c'est pourquoi il t'entoure de techniciens. Donc la technique doit permettre d'atteindre, bien entendu, l'atteinte de l'objectif, bien sûr, de l'autorité politique. Donc j'insiste sur cet aspect parce que il faut rapidement faire en sorte que dans chaque ministère, je dirais ça au chef du gouvernement, dans chaque ministère, il y a un comité spécial mis en place, bien sûr, pour cette transition vers le nouveau redécoupage, et que cette commission ou ce comité, bien sûr, soit bien sûr chapeauté par la primature, c'est-à-dire en tant que, si vous voulez, acteur d'impulsion de l'action gouvernementale, de sorte à ce que de façon hebdomadaire, un peu avant ou après chaque conseil des ministres, il y ait un point clair et net qui soit fait, et avec des objectifs bien fixé dans les calendriers, de sorte que à 6 mois, moins 3 semaines, on puisse avoir quelque chose de clair afin de proposer encore au Conseil des ministres qui va venir, bien entendu, annoncer au Burkinabé que les choses sont bien avancées. Et j'ai dit une fois de plus, il ne s'agit pas dans les 6 mois de faire fonctionner les nouveaux territoires, mais il s'agit de donner un format de fonctionnement. Voilà, un format de fonctionnement, c'est-à-dire peut-être en revisitant les problèmes que les anciennes circonscriptions ont déjà, essayer de voir s'il faut éviter ces erreurs avec ce nouveau redécoupage. C'est très important. Donc le diagnostic est clair. Déjà il y a le diagnostic qui existe, mais il faut le consolider et il faut tenir compte aussi, comme je l'ai dit, de l'aspect, si vous voulez, je dis moyens, c'est-à-dire transfert de moyens vraiment dans les circonscriptions administratives, parce que le problème qui se pose de plus en plus, c'est que les circonscriptions sont bien construites, il y a des jolis sièges, mais souvent il manque le nécessaire pour travailler. Le réseau, par exemple, pose un problème. Je travaille actuellement avec une structure internationale, c'est-à-dire sur le maillage du réseau Internet, parce que c'est très important aujourd'hui, le numérique. Sans le numérique, on ne peut rien, parce que le rapprochement, par exemple, dont on parle là, peut être fait par le numérique. On n'a pas forcément besoin de redécouper, mais le numérique permet facilement de rapprocher. Donc il y a un certain nombre d'enjeux majeurs, et il faut bien sûr, bien entendu, faire en sorte que ce redécoupage s'inscrive dans la dynamique territoriale de la sous-région. À côté de l'autorité, et je vais terminer par là, il y a celui qui nous écoute, ou celle qui nous suit également. Quel est le rôle de l'administrer pour une réforme réussie? Quelle doit être la contribution du citoyen? Déjà, nous sommes en train de le faire en tant que citoyen, vous dans votre fonction, moi dans la mienne, on est en train de le faire, c'est-à-dire donner un point de vue bien sûr qui sous-tend, qui permet bien sûr d'aider le décideur public bien sûr à améliorer sa prise de décision. Et il y a aussi le fait qu'il ne faut pas avoir d'appréhension, une fois de plus. Je crois qu'il y a un minimum de conscience qu'il faut essayer d'avoir vis-à-vis de l'autorité, en espérant bien sûr que l'autorité elle-même
c'est-à-dire aura le réflexe d'aller vers certaines personnes, ressources, certains citoyens pour mieux faire comprendre en fait son projet, parce que c'est ça, il faut que la population puisse s'en approprier, mais le plus souvent ce sont des questions qui échappent à beaucoup de personnes. C'est pourquoi moi j'inviterai en tout cas tous les acteurs, tous les spécialistes du domaine à ne pas hésiter à se prononcer, parce que comme je l'ai dit pour la maladie, l'assurance maladie universelle, il y a des réformes qu'il vaut mieux ne pas échouer, parce que si on échoue, ça posera un problème de fond pour tout le monde, pour l'État. Donc c'est mieux que les gens concourent à ce qu'il y ait un succès. Et ce succès, bien sûr, s'entend bien sûr par les propositions que nous ferons et surtout de la capacité du gouvernement à les recevoir. Nicolas Zemanet, je rappelle que vous êtes enseignant en droit public et aussi spécialiste de l'administration publique. Vous êtes consultant en management public. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, M. Kabourou. C'est toujours un plaisir. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders Twi TV et Watt FM, ainsi à Seul FM, donc à ce numéro du DG Matinal Info que je prends toujours plaisir à vous présenter. En attendant, Dieu voulant, de vous retrouver pour un prochain numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. Twi TV, la télé interactive.